Si vous vous retrouviez à la fin du Crétacé, vous seriez plongé dans un monde bien différent de celui que vous connaissez. Ce monde a brusquement disparu pour laisser place aux prémices d'une autre, il y a 66 millions d'années, lors de la crise d'extinction de masse Crétacé-Paléogène. Au cours des prochaines dizaines de minutes, vous allez découvrir les différents aspects de cette crise en la compagnie de plusieurs équipes de recherche, chacune dédiée à un domaine touchant à cette crise, allant de l'histoire des sciences aux causes météoritiques ou bien aux causes volcaniques, en passant par les variations climatiques, les impacts de la crise sur la biosphère de l'époque, ainsi qu'une vue critique sur ces différents domaines. Bienvenue il y a 66 millions d'années, bienvenue dans la crise Crétacé-Paléogène. Au XIXe siècle, Darwin évoque l'idée que les extinctions font partie intégrante de l'histoire du vivant. Les générations de scientifiques qui lui ont succédé lui ont donné raison puisque de très nombreuses extinctions biologiques ont été recensées sur les dernières centaines de millions d'années. Illustrant des changements rapides dans la composition de la biosphère, on peut citer les oiseaux et les mammifères qui prennent leur essor après la disparition du reste des dinosaures à la fin du Crétacé. Ou encore, ces mêmes dinosaures qui s'accaparent de nombreuses niches écologiques au début du Jurassique. Plusieurs de ces extinctions se situent à la limite de 2 unités de temps géologique et servent de marqueurs de passage d'une subdivision à une autre. Il apparaît cependant que plusieurs d'entre elles ressortent plus particulièrement de la masse. On parle dans ce cas d'extinction de masse ou de crise majeure. Les critères qui différencient une extinction massive d'une extinction mineure sont résumables en 3 points. Premièrement, la crise doit avoir des répercussions à l'échelle du globe. Une extinction à l'échelle d'un seul continent serait par exemple considérée comme une extinction mineure. Deuxièmement, cette crise doit se dérouler dans un laps de temps court à l'échelle géologique. Les crises majeures se mesurent en centaines de milliers d'années et n'excèdent pas 1 ou 2 millions d'années. Enfin, l'extinction doit être généralisée dans la biosphère, sans qu'un tri spécifique n'intervienne. Les causes avancées de ces crises sont multiples et très variées, allant de changements environnementaux et climatiques à du volcanisme en passant par des impacts météoriques, pour ne citer que quelques exemples. Ces extinctions majeures ont été déterminées en 1982 par Haupt et Sepkoski dans un article intitulé Mass Extinction in the Marine Fossil Record. Sur le graphique présenté lors de cette étude, on peut constater que le Phanérozoïque en compte 5. La crise Ordovicien-Silurien, il y a 444 millions d'années, la crise de la fin du Dévonien, il y a environ 375 millions d'années, la crise Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, et qui est la plus significative, la crise Trias-Jurassique, il y a environ 200 millions d'années, et enfin la crise Crétacé-Paléogène, qui est la 5e et dernière en date. Actuellement, les scientifiques s'interrogent sur une possible 6e extinction qui pourrait se dérouler dans les siècles à venir. Mais aujourd'hui, c'est bien celle à la fin du Crétacé qui nous intéresse. Elle est fréquemment abrégée KPG ou anciennement KT quand le tertiaire était une subdivision géologique utilisée. Elle se situe entre l'étage du Maastrichtien, dernier du Crétacé, et l'étage du Danien, premier du Paléogène. Le Danien possède un GSSP, traduisible comme un point stratotypique mondial. Celui du Danien se situe en Tunisie, à l'ouest d'El Kief, dans la formation d'El Aria. Sur le terrain, ce GSSP se voit très bien avec le Maastrichtien correspondant aux roches claires, surmontées par des roches sombres du Damien, les deux unités étant séparées par une fine bande noire. Bien que la lithologie des roches varie mondialement, cette limite se retrouve un peu partout sur le globe au travers d'environ 300 sites géologiques allant du bassin de Guyunuk en Turquie à la commune de Bidar au sud-ouest de la France, en passant par la formation de John Moss dans le Dakota du Nord au milieu des États-Unis d'Amérique. La découverte de ces dépôts nécessite évidemment des études afin d'en attester la valeur de représentant de la crise KPG par rapport au stratotype tunisien. L'étude du stratotype a permis en 1991 de caractériser la limite biologiquement, lithologiquement et biochimiquement. Ces données étant synthétisables en graphique,
La biozonation des espèces de foraminifères benthiques comme planctoniques indique un changement net entre le maastrichtien et le danien. Sur le plan lithologique, la limite entre la Marne argileuse crétacée et la Marne danienne est relevée par une augmentation de la quantité d'argile et une couche ferrugineuse à la base du dépôt sombre. Les proxys géochimiques montrent de fortes variations. Les taux de carbone 13, de calcite et de carbone organique total chutent brutalement dès le début du Paléogène, tandis qu'un pic positif de la teneur en iridium est constaté. Étant donné qu'elle se déroule à la fin de la période, la crise KPG hérite du contexte paléogéographique et tectonique du Crétacé. La fracturation de la Pangée, entamée au début du Mésozoïque, se poursuit et provoque l'ouverture de l'océan Atlantique Sud, donnant naissance à la dorsale médio-atlantique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les zones de convergence de plaques sont également nombreuses. L'Afrique, en remontant vers le nord, enclenche la formation des Alpes et entraîne la plaque arabique dans son sillage, qui en conséquence subit un uplifting. Les côtes ouest des Amériques sont le lieu de la mise en place d'une longue marge active nord-sud, avec au nord le soulèvement des Rocheuses et au sud la formation de la cordillère des Andes. À la fin du Maastrichtien, la paléogéographie globale a des aires de notre monde moderne, puisque des continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud sont clairement identifiables, même si l'on peut noter plusieurs différences comme l'Amérique du Nord où une mer intérieure se referme, l'Inde en plein milieu de l'océan ou encore l'Antarctique dépourvue de couverture de glace significative. Ce dernier continent n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du climat particulièrement chaud du Crétacé, qui s'accompagne de la présence de plusieurs mers épicontinentales comme en Europe, qui est à l'époque un archipel. Ces conditions environnementales s'accompagnent d'un important développement de la biosphère. Sur les continents, les dinosaures sont les espèces au sommet des écosystèmes. Les mammifères se développent dans leur ombre, tandis que les angiospermes, les plantes à fleurs, se diversifient rapidement. Les océans sont le milieu de vie de nombreux requins et reptiles marins, ainsi que des ammonites céphalopodes iconiques du Mésozoïque. Cependant, ces écosystèmes s'effondrent de manière relativement globale un peu partout dans le monde, laissant dans les archives fossiles une rupture nette dans la composition de la biosphère, avec des taux d'extinction importants, que ce soit à l'échelle de la famille, du genre ou de l'espèce. C'est sur la base de ces taux élevés de disparition partout sur le globe, ainsi que la rapidité de ces événements à l'échelle géologique, que la limite entre le Crétacé et le Paléogène remplit les critères pour être considérée comme une extinction massive de l'histoire du vivant. Cependant, même si aujourd'hui l'idée qu'une extinction massive s'est produite entre le Crétacé et le Paléogène est bien acceptée et s'est bien implantée dans la culture populaire, la compréhension de cet événement ne s'est pas faite en un jour. La communauté scientifique a proposé de nombreuses théories pour expliquer une telle extinction, certaines ayant eu plus de pérennité que d'autres. En 1937, le mathématicien et astrophysicien Paul Dirac a évoqué l'hypothèse d'une variation de la gravité au cours du temps. D'autres scientifiques font alors un lien entre cette variation et la crise KPG. L'idée reposait sur l'incapacité des dinosaures à vivre avec une gravité comme celle que nous connaissons. Les dinosaures auraient profité d'une chute brutale de la gravité au début du Trias pour se développer et perdurer avec cette faible gravité pendant le reste du Mésozoïque. Il y a 65 millions d'années, la gravité aurait réaugmenté brusquement, menant les dinosaures à l'extinction et une régression océanique globale, ainsi qu'une densification de l'atmosphère au niveau du sol, tandis que les oiseaux et les reptiles auraient survécu et se seraient adaptés. Bien que les changements de la constante de gravitation soient acceptés par la communauté scientifique, leur lien à la crise biotique entre le Crétacé et le Paléogène est aujourd'hui abandonné par rapport à nos connaissances modernes de la crise, ses causes et ses conséquences. En 1956, de Lobenfels propose dans son article Dinosaur Extinction, One More Hypothesis, pour la première fois une cause météoritique en prenant comme analogue the Tunguska Event. Cet événement correspond à la chute d'une météorite en 1909 en Sibérie qui a explosé avant de toucher le sol, laissant sur plusieurs kilomètres des forêts détruites aux arbres couchés à plus grande échelle. Les dommages causés par un tel événement auraient pu avoir des conséquences plus importantes et peut-être globales. Au début des années 60, la théorie dite de l'empoisonnement voit le jour, portée par Rod en 1963. La radiation des angiospermes au Crétacé suite à leur apparition fin Jurassique aurait été la cause de la disparition des dinosaures intoxiqués par les alcaloïdes présents dans ces plantes. Les dinosaures végétivores ne pouvant les traiter efficacement et se seraient éteints
entraînant les carnivores dans l'extinction. Cette théorie présente cependant un biais massif en ne s'intéressant qu'aux dinosaures. En 1969, c'est au tour des changements de polarité du champ magnétique terrestre d'être mis en cause dans les changements évolutifs de la fin du Crétacé. Les inversions du champ magnétique ont été beaucoup étudiées lors de la mise en place de la théorie de la tectonique des plaques pendant les années 60. Les basaltes enregistrant la polarité magnétique de leur époque de formation. C'est suite aux différentes études sur le sujet qu'une vaste période de polarité normale, ici en noir, a été constatée au milieu du Crétacé. Les polarités inversées correspondant aux périodes blanches. D'après McCormack dans son article paru dans Nature, les instabilités de la fin du Crétacé suite à cette longue période de stabilité auraient donc cette hypothèse perturbé la biologie de nombreux organismes. Une hypothèse basée sur la capacité de nombreux organismes actuels à se repérer par le champ magnétique. Après des décennies d'hypothèses, le consensus moderne va commencer à prendre forme à partir des années 70. Les géologues et physiciens américains Lewis et Walter Alvarez se penchent à cette époque sur la limite KPG sur le site de Gubbio en Italie et dégagent de leurs résultats une quantité anormalement élevée d'iridium et de quartz choqué à l'intérieur, relançant la théorie de l'impact météoritique, cette fois-ci provoqué par un corps plus grand que l'Everest. Des sondages pétroliers leur donneront définitivement raison pendant les années 90 avec la découverte du cratère de Chicxulub au niveau de la péninsule du Yucatan au Mexique. Un tel impact aurait eu des effets catastrophiques et soudains, mais principalement à l'échelle de la décennie. En 1983, une équipe américaine composée de Charles Officer et Charles Drake, relayée en 1986 par une équipe française sous la responsabilité de Vincent Courtillot, apporte une vision nouvelle. Ces équipes constatent la présence d'une grande province volcanique issue d'un volcanisme abondant de la fin du Crétacé et au début du Paléogène, connue désormais sous le nom de trappe du Décan. Se manifestant d'abord soudainement, puis de façon graduelle, leur effet se serait étendu sur plusieurs centaines de milliers d'années. Les années 2000 apportent la dernière pièce majeure qui manquait à la compréhension globale de la crise. Émise dès 1964, l'hypothèse d'un refroidissement global tend à se confirmer comme événement concomitant à la crise. Selon le changement climatique, mesurable en millions d'années, aurait entraîné une pression supplémentaire sur les organismes déjà soumis à la sélection naturelle, se parvenant à s'adapter le plus vite, survivant à la crise. Comme expliqué à l'instant, chacun de ces phénomènes s'inscrit dans le consensus moderne des causes de la crise KPG. Cependant, il manque le plus important. Comment ces différentes causes auraient impacté le monde de la fin du Crétacé ? Pour y répondre, votre voyage parmi ces événements perturbateurs débutera par celui à plus court impact temporel, mais celui qui a le plus gagné l'imaginaire du public depuis les années 90, l'impact météoritique. Alors n'ayez pas peur que le ciel vous tombe sur la tête. C'est en 1981 que des chercheurs ont découvert au large des côtes du Mexique dans le Yucatan le cratère de Chicxulub. C'est un astéroïde d'environ 10 km de diamètre qui serait entré en collision avec la Terre, formant un cratère de 180 à 200 km de diamètre. La force de l'impact aurait été équivalente à 10 milliards de bombes atomiques. La structure d'impact de Chicxulub est particulièrement intéressante puisque c'est la plus jeune et la mieux préservée des cratères terrestres. La théorie du météorite est appuyée par de nombreuses preuves. Tout a commencé lorsqu'en 1978, Walter Alvarez découvrit une anomalie d'iridium dans des argiles situées à la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Cette anomalie est retrouvée sur presque l'ensemble du globe, des traces importantes sont même retrouvées en Antarctique. Il faut savoir que l'iridium est un élément rare sur Terre, mais commun dans les météorites, ce qui a permis de supposer la présence d'un cratère de météorites. Ces enrichissements en iridium peuvent s'expliquer par un mélange de jusqu'à 3% de matière chondritique lors de la fusion entre la météorite et la roche subissant l'impact. L'iridium constitue donc la première preuve des scientifiques pour appuyer l'hypothèse d'un cratère non terrestre. Et de cette découverte est née l'hypothèse que l'extinction massive du Crétacé-Paléogène serait due à une chute météoritique. La deuxième preuve est la présence de nombreux minéraux choqués dans les couches limites Crétacé-Paléogène. Dans toutes les traces d'impact météoritique, on retrouve des minéraux types
tels que les quartz ou les zircons présentant des défauts. Ils auraient subi une forte contrainte de pression et de température. Les quartz choqués sont observables sur l'ensemble du globe et plus particulièrement au niveau du golfe du Mexique et dans le secteur de l'Amérique du Nord. C'est donc une preuve que l'impact a eu lieu dans cette zone. D'autres minéraux peuvent être marqués par l'impact. Par exemple, le zircon est l'un des derniers minéraux qui succombent à la déformation par choc et aux conditions de température extrêmes qui en découlent. Avec l'impact de Chicxulub, les roches du socle ont été métamorphisées et ont été exposées à des conditions hydrothermales importantes. Les grains de zircon de la couche d'éjection ont permis de dater l'âge du socle panafricain et de dater l'impact de Chicxulub à environ 66 millions d'années. Pour ce qui est de l'observation du cratère, un modèle 3D a été évalué sur les bases sismiques, gravimétriques et de forage. Ces données ont permis de déduire que le cratère était constitué d'un bassin de 140 à 160 km de diamètre, de 1 à 1,5 km de profondeur et d'un plateau central de 90 km de diamètre. Il faut savoir qu'au moment de l'impact, la zone du cratère et une grande partie du Yucatan étaient recouverts par 100 mètres d'eau. L'aspect plutôt lisse du bassin est expliqué par un fort processus d'érosion par l'action d'énormes vagues lors de cet impact. La structure de l'impact est enfouie sous une couverture sédimentaire de 200 à 1000 mètres d'épaisseur. Cette étude sur la forme du cratère est la principale donnée pour expliquer les changements climatiques après l'impact. Pour ce qui est du site, les éléments stratigraphiques montrent qu'on était dans un milieu carbonaté et évaporitique. Tous les sédiments de cet impact englobent une grande partie des archives géologiques de l'extinction Kt. On a plus de 350 sites autour du monde, ce qui montre une répartition distincte des éjectats. Les éjectats sont des fragments de roches solides expulsés pendant l'impact. Les sites limites des éjectats peuvent être divisés en 4 groupes. Le premier groupe va être le site le plus proche de l'impact à moins de 500 km. Les dépôts sont épais. Les carottes prélevées comprennent des brèches d'impact de plus de 100 mètres d'épaisseur. Le second groupe est à une distance de 500 à 1000 km. Il est caractérisé par un lit d'éjectats riche en sphérules, qui sont des gouttes de fusion créées lors de l'impact en argile. Pour ce qui est du troisième, il va être à une distance de 1000 à 5000 km. Il va être constitué d'une couche de sphérules et une fine couche d'éléments de clastes et minéraux choqués. Enfin, le quatrième et dernier groupe va être une couche d'argile rougeâtre à plus de 5000 km du site. Cette fine couche sera de 2 à 5 mm d'épaisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette couche d'argile est la principale information que l'on retrouve presque partout sur toutes les couches géologiques délimitant la crise Kt. Maintenant que vous connaissez l'existence d'un impact météoritique ayant eu lieu il y a 66 millions d'années sur Terre, je vais vous parler de l'origine de cette météorite. Ce projectile provient soit des BAF, Batistina Asteroid Family, soit de la population de fond NEO, Near Earth Object. Ce sont des objets géocroiseurs, c'est-à-dire des comètes, des astéroïdes du système solaire, dont leur orbite les amène à faible distance de l'orbite terrestre. On a retrouvé du chrome dans les sédiments de la lune Kt et une météorite au nord de l'océan Pacifique. Cette météorite était une chondrite carbonatée de type CM2. Cela signifie qu'elle était composée de mini-chondres, de 0,6 à 2,9% de carbone, de 13% d'eau et de 10 d'olivine et de pyroxène. Les chercheurs ont calculé le taux de sortie des objets de plus de 10 km de diamètre de la principale ceinture d'astéroïdes et leurs résultats ont montré qu'il y avait plus de 90% de chances que la météorite provienne des BAF. On peut donc dire que l'extinction Kt a été provoquée par la collision de la Terre par un fragment de la pluie d'astéroïdes Batistina. La météorite a frappé des roches sédimentaires riches en hydrocarbures et en soufre, ce qui aurait formé des aérosols de suie et de sulfate. Cela a causé des effets environnementaux catastrophiques. Le site de l'impact a joué un rôle très important dans l'extinction.
L'histoire aurait été bien différente si la météorite était tombée ailleurs sur Terre. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Un aspect unique du cratère de Chicxulub est la présence d'épais dépôts d'anhydrite qui, lors de l'impact, ont créé un nuage massif d'aérosols d'acide sulfurique. Cela a donc amplifié les contraintes environnementales au-delà de celles provoquées par la seule poussière d'impact. À savoir que l'anhydrite est l'un des minéraux principaux des gisements évaporitiques. On estime qu'au moins 100 à 500 gigatonnes de soufre sont libérées presque instantanément. Une partie de ce soufre a été libérée en SO3 tandis que l'autre a été libérée en SO4. Cette partie s'est rapidement convertie en aérosol d'H2SO4 et est retombée sous forme de pluie acide. Les aérosols ont absorbé la lumière du soleil, ce qui a réduit de 10 à 20% les transmissions solaires et donc provoqué un refroidissement global. La distribution globale des éjectats hautement choqués trouvés à la frontière KT confirme que le nuage de soufre a enveloppé une grande partie de la Terre. Il faut savoir que lors d'impacts météoritiques, une partie des éjectats est émise dans ce qu'on appelle le panache d'impact. Il se forme parce que la météorite elle va être entièrement éclatée lors du choc. Le panache d'impact, c'est vraiment un mélange complexe d'air chaud, de fragments de roches à la fois de la météorite et de roches du cratère qui vont être vaporisés par l'impact. Il y a certains morceaux qui vont être émis sous forme de petits fragments et il y en a d'autres qui sont au contraire complètement fondus. Et il faut savoir aussi qu'il y a des témoins du panache d'impact dans de nombreux dépôts à la limite du Crétacé paléogène. La météorite a frappé une zone comprenant d'épaisses séquences carbonatées. Du soufre a donc été libéré par les carbonates vaporisés lors du choc de l'impact. La masse de CO2 libérée est supérieure à la masse de soufre libérée. Cela est possiblement dû au fait que les carbonates devaient être plus abondants et on sait qu'ils se vaporisent à des pressions relativement faibles. Ce forçage positif dû au CO2 reste insignifiant par rapport à l'impact de la vaporisation du soufre lors du choc, qui, comme je vous l'ai expliqué précédemment, a entraîné un fort refroidissement. L'impact aurait aussi entraîné des tremblements de terre d'une magnitude d'au moins 10 à 11, et ça aurait provoqué des mouvements du sol de 15 mètres sur un rayon de 1000 km autour du cratère environ. Donc forcément, il y a eu des grandes vagues de tsunamis qui ont balayé toute la zone, les océans environnants et les zones côtières également. Et les dépôts engendrés par le tsunami représentent vraiment une séquence distincte dans les dépôts de la limite du Crétacé paléogène. Il y a beaucoup d'indices dans les sédiments qui valident cette hypothèse des tsunamis. Il y a des indicateurs notamment d'une forte érosion. Il y a aussi des indicateurs qui montrent qu'il y a une granulométrie qui est très particulière, des indicateurs d'un mélange chaotique également, et il y a aussi une absence de bioturbation. Donc tous ces éléments prouvent qu'il y a bien eu des tsunamis. Le cratère de Chicxulub est le plus grand cratère d'impact connu sur Terre. Cet impact va avoir des conséquences majeures sur l'environnement de l'époque. Alors que la météorite s'écrase dans le golfe du Mexique, de l'autre côté du globe, un autre facteur de la crise est déjà en place sur les futures terres d'un des pays les plus peuplés du monde, l'Inde. Revenons alors un peu sur Terre et dirigeons-nous même à l'intérieur pour comprendre l'un des épisodes volcaniques les plus importants de la dernière centaine de millions d'années, dont les effets ont été ressentis pendant des centaines de milliers d'années. Bienvenue dans l'univers du volcanisme, là où sont l'ensemble des manifestations volcaniques et des phénomènes qui s'y rapportent. Il existe 6 types d'éruptions volcaniques différentes, mais aujourd'hui je vais vous en parler de 2, le type effusif et le type explosif. L'éruption de type effusive est caractérisée par l'émission de lave fluide rejetée lors de projections peu violentes formant des coulées, alors que l'éruption de type explosive est elle caractérisée par une lave pâteuse lors d'explosions plus puissantes, créant ainsi d'importants panaches volcaniques et des nuées ardentes. Le volcanisme a une répartition inégale sur la surface du monde. Il peut y en avoir sur les continents, comme avec l'Etna en Italie, sur les îles océaniques, comme le piton de la Fournaise à La Réunion, et même dans les fonds marins. On trouve des volcans aux frontières de plaques. On appelle cela un volcanisme de dorsale ou de zone de subduction. Cela correspond à 80% des volcans. On en trouve aussi au niveau de l'intérieur des plaques. C'est le volcanisme intraplaque qui correspond aux 20% restants. Il est caractérisé par la présence de points chauds.
Les panchos sont définis comme des panaches de matière métallique profonde et chaude qui provient du manteau de la Terre. Cette matière chaude remonte à la surface et va ainsi percer la lithosphère. Cette remontée sera en position intraplaque, que ce soit sur la lithosphère océanique, comme avec les îles d'Hawaï, ou alors la lithosphère continentale, comme les trappes de Sibérie. Les chaînons de volcans se forment quand une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un pancho qui fonctionne épisodiquement. À l'extrémité du chaînon se situent les volcans les plus anciens, et au contraire, les volcans les plus récents se situent eux à proximité du pancho. Hawaï est une île composée uniquement de roches volcaniques, et ces volcans ont un volcanisme de pancho très récent. Cette chaîne hawaïenne montre la marque laissée sur le plancher océanique par le déplacement d'une plaque au-dessus d'un pancho. Il a fallu 80 millions d'années pour former le chaînon hawaïen qui s'est formé à cause du déplacement de la plaque pacifique au-dessus du pancho présent sous les îles d'Hawaï. Le plus ancien volcan hawaïen est Kohala, qui est âgé de plus de 500 000 ans, et il englobe 5,8% de la surface d'Hawaï. C'est un volcan inactif, avec une dernière éruption datant de 120 000 ans. Le plus jeune volcan de la chaîne hawaïenne est Kilauea, qui est l'un des plus actifs et des plus jeunes présents sur la Terre. Ce volcan est très surveillé à cause de ses éruptions de lave continues datant de 1983. Les trappes de Sibérie, quant à elles, recouvrent une province magmatique située en Sibérie centrale et occidentale. Leur formation a eu lieu il y a 251 millions d'années par une succession d'éruptions volcaniques massives. C'est une cause de l'extinction Permien-Trias qui est l'une des 5 extinctions de masse avec une perte d'environ 90% des espèces vivantes, dont 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Elles se sont formées pendant 1 million d'années. La cause de ces trappes serait un panache métallique qui se serait prolongé au niveau de la côte et il aurait atteint le craton sibérien. Les plateaux de ces trappes sont constitués d'une épaisseur de 3700 mètres de basalte sur une superficie de 350 km². L'un des panchos les plus connus est celui des trappes du Deccan. Il y a 200 millions d'années, le supercontinent Pangée s'est éclaté en plusieurs continents séparés les uns des autres. Et c'est lors de l'ouverture de l'océan Indien, il y a 160 millions d'années, que l'Inde s'est séparée du continent africain et a dérivé vers le nord. Il y a 65 millions d'années, la plaque indienne se trouvait au niveau de l'actuelle Réunion. Un panache métallique arrive à la surface et après avoir traversé la croûte continentale de l'Inde, ce panache recouvrit la croûte océanique et la partie centrale du continent indien. Ce phénomène va provoquer la naissance d'un nouveau pancho. C'est un magma essentiellement basaltique et il va former un immense plateau qu'on appelle les trappes du Deccan. Mais déjà, qu'est-ce que sont les trappes ? Les trappes, ce sont un empilement de coulées de lave régulières et horizontales, en forme d'escalier. Elles sont appelées coulées stratoïdes. Ces laves sont issues d'un volcanisme effusif de panchos et sont composées à 72% de basalte toléitique et à 18% d'andésite basaltique. Leurs compositions chimiques sont très proches, avec une teneur en silice entre 48 et 53%. La limite entre les roches basiques et intermédiaires étant fixée à 52%. Deux scientifiques ont proposé un lien temporel entre cette extinction massive et 9 des 12 provinces de trappes des derniers 250 millions d'années. De nombreuses méthodes ont été utilisées afin de dater les trappes du Deccan. Ils ont notamment utilisé la paléontologie, la géochronologie qui consiste à étudier les radioisotopes, et le paléomagnétisme qui est l'étude de l'enregistrement du champ magnétique de la Terre. De plus, des chercheurs ont étudié les sédiments situés dans les intertrappes du Deccan pour essayer de dater cet événement volcanique. Dans les sédiments présents au niveau des premières coulées de lave, les scientifiques ont retrouvé des fragments d'ossements de dinosaures, ainsi que des dents de mammifères datant du Crétacé supérieur, et plus précisément du Maastrichtien. La date de cette éruption coïncide donc avec l'extinction de masse de la fin du Mésozoïque et le passage au Cénozoïque il y a 65 millions d'années. Les trappes du Deccan se sont donc formées il y a 65 millions d'années, plus ou moins 0,8 millions d'années, au moment de l'extinction de la fin du Mésozoïque. Elles se situent aujourd'hui à l'ouest de l'Inde. Les trappes se sont formées rapidement. En effet, les datations paléomagnétiques suggèrent qu'environ 90% de l'éruption aurait eu lieu en moins de 500 000 ans, et que les trappes se seraient mises en place sur un temps géologique très court, de l'ordre du million d'années. Elles ont une surface d'environ 2 millions de km² avec une épaisseur de 3 km. D'après certaines estimations, elles s'étendent actuellement sur un territoire environ 3 fois plus grand que la France, en prenant en compte la partie sous-marine. Cette quantité ne peut pas être évaluée à cause des roches volcaniques érodées et des intrusions de magma souterrain. Les trappes du Deccan ont rejeté d'importantes quantités de cendres et d'aérosols.
entraînant ainsi un obscurcissement du ciel, causant une inhibition de la photosynthèse et bouleversant les chaînes trophiques. De plus, les trappes sont entraînées d'importantes variations de température, avec notamment un hiver volcanique, suivi d'un réchauffement dû au dioxyde de carbone émis. La plupart des géologues s'accordent aujourd'hui pour y voir l'apparition à la surface du globe de panaches issus des profondeurs du manteau terrestre. Le panache du Décan est toujours actif. Ce point chaud se situe désormais sous l'île de la Réunion. Les trappes du Décan ont rejeté d'énormes quantités de basalte sous forme de magma. D'énormes quantités de gaz y sont rejetées. Ils contiennent notamment du SO2, du CO2 et du CH4. Les trappes ont été en constante activité pendant presque 1 million d'années. Ce graphique nous montre l'activité des trappes du Décan entre 66,5 et 65,5 millions d'années. Cet intervalle de temps correspond à l'apogée de l'intensité volcanique des trappes. Les pointillés rouges représentent une estimation de la production de magma entre 66,2 et 65,7 millions d'années. On observe une nette augmentation de la courbe à 66,2 millions d'années. Cela correspond à une nette augmentation de la production magmatique dans la période correspondant à l'impact météoritique. Ce graphique tend donc à valider la théorie du volcanisme liée à la météorite. De grandes quantités de CO2, de CH4 et de SO2 furent rejetées dans l'atmosphère, mais le CO2 était en quantité encore plus abondante que les deux autres. Le volcanisme a induit la création d'un nuage de cendres ayant causé un hiver volcanique accentué par les émissions de SO2. Si le refroidissement était suffisant, il a pu générer des zones de glaciation et entraîner une baisse du niveau marin. Puis les particules de CO2 et CH4 en suspension dans l'atmosphère ont entraîné un important réchauffement par effet de serre de 3 degrés environ. Ces particules de CO2 sont ensuite dissoutes dans l'eau et ont causé une acidification des océans capable de tuer les organismes calcifiants et les coraux. Pour comprendre la puissance de ce volcanisme, nous allons comparer les trappes du Décan à d'autres épisodes volcaniques connus de différentes intensités. Tout d'abord, Tambora, en Indonésie, en 1815, représente 30 km3 de cendres et de poussière. Le résultat de cette éruption est une année sans été, avec l'échec des cultures et la famine dans l'hémisphère nord. Toba, au Sumatra, 75 000 ans before present, était 100 fois plus fort que Tambora, mais rien de comparable avec la puissance des trappes du Décan. Les trappes du Décan, c'est 3 millions de km3 de lave, l'équivalent de la France métropolitaine, qui serait recouverte par des laves d'une épaisseur de 3 à 4 km. À côté de ces causes soudaines que sont l'impact météoritique et le volcanisme de Traps, il existe un facteur souvent laissé de côté par le grand public, mais pourtant fondamental dans la compréhension d'une telle extinction sur une longue durée: les changements climatiques et environnementaux. Moins vendeurs, moins spectaculaires sur le court terme, ces causes concomitantes sont tout autant de facteurs qui ont précipité la chute du monde du Mésozoïque, qui vont vous être expliqués dès maintenant. Bonjour à tous, je vais maintenant vous parler des causes concomitantes liées au volcanisme et à l'impact de météorites vus précédemment. Donc les données du rapport isotopique carbone 12, carbone 13 nous ont montré une acidification océanique à cette période. Cette acidification peut être en partie provoquée par l'incorporation de dioxyde de carbone atmosphérique dans les eaux de surface, qui est ensuite dissous dans ces eaux-là en acide carbonique. Elle peut aussi être provoquée en partie par la pompe biologique, qui est en fait le cycle du carbone océanique, qui est une série de processus biologiques amenant les eaux de surface en eau de fond. Donc sur le schéma ici présent, on peut voir le phytoplancton en vert qui incorpore du carbone 12 lors de la photosynthèse, tout simplement parce qu'il est plus léger que le carbone 13. Donc dans cette zone-là de surface, le delta C13 est plus important et augmente. Et ensuite, le phytoplancton, lui, est consommé par le zooplancton, qui, lui, est consommé par d'autres organismes plus grands. Tous ces organismes-là, en mourant, tombent dans le fond des océans et se désagrègent. Donc le carbone 12 qu'ils avaient incorporé en consommant le phytoplancton se retrouve dans les eaux océaniques profondes. Donc le delta C13 des eaux profondes diminue. Donc c'est cette différence de delta C13 entre les eaux profondes et les eaux de surface que l'on mesure pour savoir si la pompe biologique est efficace ou non. Les courants de upwelling qu'on peut voir en bas à droite, eux, font remonter ces eaux de profondeur en eau de surface, ce qui provoque une acidification générale des océans, sur toute la largeur des océans, sur toute la profondeur des océans. Donc le schéma ici présent montre une évolution du rapport isotopique du carbone au niveau de la coupe de Bidart. Donc on peut voir que la limite
que dans la limite du maastrichtien et du danien, le taux de delta C13 est négatif, ce qui montre une pompe biologique inefficace, inactive, et donc ce qui illustre une crise écologique due à l'acidification des océans. Je vais maintenant vous parler des fluctuations de température du Crétacé et notamment de la fin du Crétacé. Donc lors de cette période, il y a eu de nombreux changements de température globaux. Le Crétacé a commencé par un réchauffement drastique à l'Albien, il y a 110 millions d'années, qui s'est étendu jusqu'au Centonien, il y a 83 millions d'années. Donc à cette période-là, la température s'est élevée en moyenne de 14 degrés de plus que nos jours. Il y a ensuite eu, à la fin du Crétacé, une baisse de température générale de 10 degrés. L'étude de Peter Wilf de 2003 se base sur les foraminifères benthiques et planctoniques pour les milieux marins et sur les feuilles pour les milieux continentaux. Donc si on regarde de plus près la limite Crétacé-Paléogène, on voit que 500 000 ans environ avant cette limite, il y a eu une énorme augmentation de la température liée possiblement à l'impact d'une météorite qui aurait lâché environ 2 millions de bombes atomiques en énergie, provoquant des incendies continentaux et renforçant probablement les volcanismes des trappes du Décan. Vers 100 000 ans avant cette limite, on observe cependant une baisse de la température de 15 degrés à environ 9 degrés, qui pourrait être liée à l'hiver atomique qu'ont provoqué les aérosols rejetés par ces incendies et ce volcanisme. Cette baisse brutale de la température peut aussi être corrélée à une régression de la fin du Crétacé, qu'on verra plus tard. Et notamment après la crise, on observe que la température remonte de 2 à 3 degrés pour ensuite se régulariser vers les 10 degrés. Je vous laisse maintenant avec Gabriel pour la suite des causes concomitantes et notamment les circulations océaniques. Merci Naïs. Après vous avoir parlé des changements climatiques du Crétacé, nous allons maintenant vous parler de la circulation thermohaline du Crétacé. Cette circulation des courants marins au Crétacé était différente de celle que nous avons maintenant. En effet, les paléocourants du Crétacé sont passés par de nombreuses étapes pour en arriver jusqu'ici. Tout d'abord, au Mésozoïque, nous avions un supercontinent, du nom de Pangée. Ce supercontinent éclate et forme ainsi la dérive des continents que l'on connaît aujourd'hui. Cette dérive des continents crée alors de nombreux obstacles pour les paléocourants qui les obligent à prendre de nouveaux itinéraires. Ainsi, à l'Albien au Crétacé, comme vous pouvez le voir juste ici, on a l'ouverture de l'Atlantique Sud, avec l'isolation de l'Antarctique et de l'Australie, jusque-là toujours assemblés. On a également la formation du proto-océan Indien et de l'océan Austral. Puis on arrive à la formation de l'Atlantique équatorial, à la fin de l'Albien et au début du Coniacien, causé par la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Par la suite, l'Atlantique Nord et Sud se connectent durant le Centonien jusqu'au Campanien, et cependant, l'ouverture de l'Atlantique Nord va continuer sa course jusqu'au Miocène. Cette dérive des continents se fait au détriment de la Thétis, qui est réduite à un corridor très fin à la fin du Crétacé. Le tout causé par le rapprochement de l'Afrique et de l'Eurasie. La conséquence de tout ça est qu'on passe d'une circulation circum-équatoriale à une circulation océanique méridienne, jusqu'au Miocène. L'Atlantique permet ainsi une réorganisation des courants profonds. Bon, après avoir compris comment les paléocourants marchaient, on souhaite quand même savoir les étudier. Malheureusement, l'étude de ces paléocourants est considérée comme très difficile, complexe, voire même pour certains, totalement impossible. Vous me direz donc comment on en est arrivé à de telles conclusions ? Eh bien en réalité, des scientifiques arrivent à utiliser des empreintes chimiques laissées par ces paléocourants dans du sédiment contemporain qui appartient aux océans du Crétacé. Ces études sont principalement basées sur des isotopes stables du carbone et de l'oxygène trouvés grâce à des foraminifères benthiques et planctoniques. L'oxygène nous sert à savoir la masse d'eau profonde qui remontait à certains endroits du globe. Quant au carbone, il nous permet de savoir calculer l'âge de ces paléocourants. Attention ici, on parle de l'âge de fin de vie de ces paléocourants. Je vous invite à regarder ce document.
qui nous permet de voir un énorme pic au Maastrichtien. Le carbone nous permet de dater la fin de ces courants et l'oxygène nous donne une diminution des paléotempératures au niveau du Pacifique principalement. Toutes ces mesures servent à mesurer ensuite l'élaboration de modèles numériques. C'est-à-dire que toutes ces mesures vont nous permettre de créer des modèles numériques. Ils servent à stimuler la circulation des paléocourants et leurs zones de plongement de masse d'eau. Cependant, ces modèles restent quand même à leur tout début, ce qui fait que dans le futur, on arrivera à des modèles numériques beaucoup plus précis qui nous permettront d'en savoir beaucoup plus sur le Crétacé. Je vous laisse maintenant avec ma collègue Lucille. Au revoir. Merci Gabriel pour ces explications. À mon tour, je vais vous expliquer les variations marines qu'il y a pu avoir lors de la crise KT. Mais avant, il faut remonter plus loin et aller voir jusqu'aux 550 derniers millions d'années avant le tertiaire. Là, on peut voir qu'il y a différentes phases de transgression et de régression marine, notamment une transgression du Cambrien jusqu'à la fin de l'Ordovicien, puis une régression jusqu'à la fin du Trias, ensuite une transgression jusqu'au milieu du Crétacé et une régression marine jusqu'au tertiaire. On va s'approcher un peu plus de cette transgression de la fin du Trias jusqu'au milieu du Crétacé et de cette régression marine du milieu du Crétacé jusqu'au tertiaire. On peut voir que ces deux phases de régression et de transgression sont accompagnées d'oscillations secondaires de régression et de transgression. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une régression marine. Cependant, on ne peut pas l'expliquer clairement. Les premières hypothèses étaient que cette régression marine est due à la création de glace qui a fait baisser le niveau marin. Cependant, comme on a pu prouver que le climat du Crétacé était chaud, la création de glace devient alors compliquée et cela rend bancale cette hypothèse. La seconde hypothèse est un peu plus plausible. Elle prend en compte la forte création de croûtes océaniques avant le milieu du Crétacé. La création de croûtes océaniques forme des crêtes dans les fonds marins, ce qui fait remonter le niveau de l'eau. L'arrêt de cette création de croûtes océaniques ferait donc baisser le niveau marin. Et c'est aujourd'hui l'explication la plus plausible. Il y aurait eu un arrêt de création de croûtes océaniques au milieu du Crétacé. Même si cette régression est très importante, elle ne peut en aucun cas expliquer une extinction totale, encore moins sur les continents. Cependant, elle peut expliquer l'extinction de certains biotopes. Maintenant que les causes sont en place à toutes les échelles, il est grand temps de revenir à ceux qui ont permis d'identifier qu'une crise biologique est survenue à ce moment de l'histoire de la Terre. Les organismes fossiles eux-mêmes. La biosphère actuelle porte toujours les traces de cet événement et en est l'héritage. Mais comment les êtres vivants de la fin du Crétacé ont-ils fait face à ces bouleversements majeurs ? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. La grande régression du Crétacé supérieur n'a pas eu d'impact mortel sur la vie et on va vous présenter l'enregistrement fossile de la crise KPG et je vais commencer par les sèches. Sur l'image de gauche, on note un point rouge représentant le point d'impact de la météorite Chicxulub au golfe du Mexique et une étoile jaune représentant le site de Tanis, actuellement localisé dans l'état de Montana, aux États-Unis, dans la formation de Hell Creek. Sur l'image de droite, elle-même divisée en deux parties A et B, on note la localisation du site de Tanis par une croix rouge. Sur la partie droite, donc B, c'est le site de Tanis avant l'impact de la météorite, et la partie gauche, donc A, on note la présence du site de Tanis après l'impact de la météorite. On voit surtout une grande différence de la quantité d'eau présente sur le continent américain, et cette différence est due à des sèches. En effet, lorsque la météorite s'est impactée dans le golfe du Mexique, elle a provoqué des sèches qui sont des sortes de tsunamis bidirectionnels et qui ont emporté avec elles d'énormes quantités de boue, de sédiments et de sable, ce qui fait que lorsqu'elles sont arrivées sur le continent américain, elles ont tout de suite permis la fossilisation des êtres vivants puisqu'il n'y avait pas de remaniement. De ce fait, le site de Tanis est réputé pour son contenu fossilifère très riche et très complet. On a notamment retrouvé une ammonite aujourd'hui disparue appelée Phenodiscus lobatus et on a évidemment retrouvé des dinosaures
très connus, tels que le Triceratops et le Tyrannosaurus rex. Ces deux événements catastrophiques, qui sont les trappes du Décan ainsi que la météorite de Chicxulub, vont fortement impacter le réseau trophique. En effet, ceux-ci vont libérer de très grandes quantités d'aérosols qui vont occulter l'atmosphère, ce qui va bloquer les rayons du soleil et par la même conséquence empêcher une grande partie de la phytosynthèse présente sur Terre par les végétaux terrestres. Notamment le phytoplancton va être fortement touché. De plus, les océans vont être acidifiés. En effet, il y a de l'acide sulfurique qui se forme dans l'atmosphère et celui-ci est dissous par les océans, ce qui va créer une acidification très brève mais très intense de la colonne d'eau. Et cette acidification va avoir un très fort impact sur les producteurs primaires, notamment les organismes carbonatés qui sont eux composés soit de calcite, soit d'aragonite. Parmi ces organismes carbonatés, on peut noter les ostracodes, qui sont composés de coquilles carbonatées. Ils vont subir une perte d'environ 1340 espèces, ce qui est très fort. Parmi les organismes aussi touchés par cette crise, on peut noter les dinoflagellés. Eux vont subir que de très faibles pertes et vont la passer assez aisément. Si l'on doit montrer un groupe qui a subi fortement la crise parmi ces organismes planctoniques, on peut noter les foraminifères planctoniques. En effet, seuls 25% des espèces passent la crise. Vous pouvez le voir sur le schéma ici, qu'il y a très peu d'espèces passent, et parmi celles présentes au maastrichtien, on n'en voit que quelques-unes qui passent et qui sont présentes au danien. Au danien, on remarque que c'est presque une nouvelle faune de foraminifères qui est présent. En effet, donc les foraminifères, eux, ont été fortement touchés par l'acidification des océans, car ils ont une coquille faite de calcite, donc atteinte par l'acide sulfurique, mais de plus, ils sont aussi touchés par le fait de la raréfaction de leur nourriture. Pour les foraminifères benthiques, eux, ils sont moins touchés que les foraminifères planctoniques, mais malgré tout, on peut quand même remarquer sur ce schéma qu'ils ont subi un fort impact de la crise. On remarque notamment la densité de faune qui décroît énormément, ainsi que la richesse génétique, ce qui montre que seules quelques espèces ont pu malgré tout passer la crise. Toujours dans le domaine aquatique, la disparition d'organismes producteurs comme les phytoplanctons, c'est-à-dire au niveau 1 du réseau trophique, provoque progressivement la mort des niveaux supérieurs du réseau. Les consommateurs sont alors touchés, ce qui comprend les herbivores au niveau 2, puis les carnivores au niveau 3 à 5, et enfin les omnivores niveau 2-3. Les scientifiques estiment une perte de 76% des espèces marines. Tout d'abord, les mollusques ont perdu une importante diversité taxonomique à la fin du Crétacé. En effet, la classe des céphalopodes a été durement touchée par la crise KPG. Les ammonites étaient déjà affaiblis par l'acidification des océans, de par leur coquille en aragonite, qui est moins stable que la calcite. La diminution de leurs ressources alimentaires aurait également participé à l'extinction de cette sous-classe qui comprenait 6 superfamilles, 31 genres et 57 espèces. Il en est de même pour les béléunites, organismes pélagiques au squelette constitué en aragonite et leur rostre en calcite. Leurs rostres en calcite s'enregistrent plus facilement et ont une forme typique de balle de fusil. Enfin, les nautiles ont réussi à passer la crise avec 8 espèces encore présentes aujourd'hui, grâce à des renouvellements majeurs et à des stratégies de reproduction. Au niveau de la classe des bivalves, les rudistes disparaissent. C'étaient des organismes récifaux d'eau chaude. Plusieurs hypothèses de causes de disparition sont en cours, comme la possibilité d'une symbiose avec les organismes photosynthétiques qui se seraient éteints, ou encore une dissolution due à la chimie marine, ou une perte d'habitat par le changement de température. Les gastéropodes semblent, eux, avoir passé la crise assez facilement. Cela est étonnant car ils possèdent également des coquilles en carbonate de calcium sujettes à la dissolution. Il est important d'informer que des embranchements comme les cnidaires ou les échinodermes passent relativement bien la crise, alors que d'autres, comme les brachiopodes, ont 70% des espèces qui s'éteignent, et 60% de pertes sont estimées pour l'embranchement des bryozoaires. Les vertébrés marins ont également subi la crise KPG. De grands carnivores qui dominaient les océans se sont éteints. C'est le cas des lépidosauriens aquatiques, tels que les mosasaures ou les polyglyphanodontes, sortes de reptiles aquatiques, ou bien encore l'ordre des plésiosaures. Des traces de morsures retrouvées sur des fossiles d'ammonites révèlent qu'ils se nourrissaient de ces organismes. On peut imaginer qu'à la suite de la disparition des ammonites,
Les plésiosaures n'arrivaient plus à se substanter, ce qui causa à leur tour leur disparition. Chez l'ordre des testudines, c'est-à-dire les tortues, 3 familles disparaissent, soit 20% de leur diversité à l'époque. Parmi les poissons, seuls les cartilagineux et les téléostéens ont été impactés par la crise. Les scientifiques estiment à 90% de survie chez les téléostéens et 80% de survie chez les chondrichthyens. Cependant, toutes les raies et les requins reconnaissables avant la crise KPG disparaissent, donc les scientifiques estiment à 90% de disparition chez ces organismes. Sur le domaine continental, si on s'intéresse aux végétaux, il est assez difficile d'observer la crise Crétacé-Paléogène, surtout à l'échelle de la macroflore, parce qu'on a très peu de données fossiles. Si on se concentre sur la microflore, avec les spores et les pollens, on va observer une différenciation des assemblages après la crise. Ça va également permettre de faire une corrélation avec le domaine marin, parce qu'on va retrouver les spores dans les sédiments. Si on parle des embranchements, seul l'embranchement des bénétidales va s'éteindre après la crise. On peut également parler des angiospermes qui se développent dès le milieu du Crétacé, explicable surtout avec leur appareil reproducteur protégé. Il y a également les fougères qui passent très bien la crise. Ce sont des espèces opportunistes de climat froid qui vont se répandre sur les écosystèmes laissés vacants par les gymnospermes. Il y a les bryophytes, donc les mousses, qui sont des espèces pionnières qui vont s'installer à peu près partout, même là où il y a très peu de nutriments. Les gymnospermes, donc les premières plantes à graines, donc ce stade typique de ces plantes va leur permettre de survivre aux incendies créés par les météorites. On peut parler de coévolution aussi, par exemple une espèce de libellule, Aechnidae, qui n'a pas su faire concurrence à la radiation de nouveaux insectes parce qu'elle était trop dépendante d'une plante. On peut également parler de la polyploïdisation, c'est la multiplication des chromosomes due à un stress environnemental qui va permettre à 2 espèces de plantes de se reproduire entre elles. Donc ça c'est assez pratique pour passer une crise biologique. Cependant pour la biodiversité, c'est moins bien parce qu'à partir de 2 espèces, on va en avoir plus qu'une. Sur le milieu continental, les écosystèmes sont beaucoup moins affectés que dans les milieux marins. De nombreux écosystèmes sont tout de même touchés. Sur le continent américain, peu après l'impact, la plupart des forêts ont pris feu, détruisant ainsi le milieu de vie de nombreux animaux. Sur le long terme, la couverture du ciel par les cendres météoritiques a empêché les organismes photosynthétiques terrestres de se développer. Les dinosaures, occupant les niches écologiques des mégafaunes, ont été cependant particulièrement affectés. Des animaux tels que les ornithopodes ou les cératopsidés, des herbivores friands de plantes basses, ont disparu. Ces herbivores étant les proies de grands carnivores, ils les ont ainsi entraînés dans leur chute. La totalité des ornithischiens, des sauropodes et des théropodes non aviens ont ainsi disparu. D'autres grands groupes de vertébrés terrestres ont subi le même sort. Les ptérosaures, dont seulement 3 familles en diversification subsistaient au Maastrichtien, se sont éteints suite aux événements catastrophiques de l'extinction. Ils occupaient les niches écologiques de grands animaux volants et furent parmi les premières à s'éteindre. Il est possible que leur grande taille et leur métabolisme rapide les aient défavorisés dans un milieu pauvre en nourriture. On peut observer la disparition de ces faunes dans la formation de Hell Creek aux États-Unis, avec une absence totale de fossiles de dinosaures non aviens au-dessus de la couche d'Irinium, marquant la fin du Maastrichtien. Les niches écologiques de petits animaux volants arboricoles étaient occupées par les oiseaux, seuls dinosaures survivants à la crise. À la fin du Crétacé, les oiseaux étaient largement diversifiés, la plupart occupaient des milieux forestiers. Avec la disparition abrupte des forêts, de nombreux groupes se sont retrouvés désavantagés. Seuls les néornithes ont passé la crise. Tous les autres oiseaux plus basaux se sont éteints. Cependant, leur enregistrement fossile est trop incomplet pour en déterminer l'amplitude. On sait seulement qu'ils ont subi une forte diversification après la crise, leur permettant d'occuper les niches écologiques laissées vacantes par les oiseaux disparus et les ptérosaures. Parmi les survivants de la crise, on retrouve le superordre Lepidosauria. Ce groupe comprend aujourd'hui 2 ordres, les rhincocéphales et les squamates. Les rhincocéphales ont été très atteints par la crise. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une seule espèce. Pendant tout le Crétacé, ils sont fait peu à peu remplacés par les squamates, alors en pleine diversification. Cependant, les squamates ont subi de lourdes pertes durant la crise. Environ 83% des espèces se sont éteintes suite à l'effondrement des réseaux trophiques. Les milieux d'eau douce sont quant à eux très peu affectés, avec un taux d'extinction d'espèces seulement de 10% maximum. Par exemple, les lys amphibiens, groupe réunissant les grenouilles et les tritons, n'ont subi aucune diminution de leur diversité. De plus, chez les crocodilimorphes, groupe comprenant les crocodiles et leurs proches parents, les 3 sous-ordres passent la crise. Les milieux d'eau douce ne dépendant pas des producteurs primaires comme les milieux continentaux, les faunes y vivants y restent donc très peu affectés. Les mammifères étaient depuis 10 à 20 millions d'années avant la crise en pleine radiation. Ainsi, la crise ne les a que très peu affectés. Avant la crise, les mammifères étaient principalement de petits animaux nocturnes, insectivores ou décomposeurs. Aujourd'hui, ils occupent les niches écologiques des dinosaures non aviens.
Le scénario semble donc être tout trouvé. L'addition de multiples facteurs à la fin du Crétacé aurait précipité le monde vivant dans une crise biologique, cette fois-ci majeure, où les pertes se comptent en dizaines de pourcents. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Comme toujours en science, il faut savoir faire preuve de recul sur les avancées scientifiques pour les apprécier à leur juste valeur, et donc faire preuve d'esprit critique, y compris en écoutant les contre-arguments proposés. Il est donc l'heure de réfléchir à la solidité de ce que nous venons de voir. On a l'air d'en connaître des choses sur cette crise. Oui, enfin, restons quand même prudents, parce que parmi les informations qui ont été données, il y en a encore qui sont énormément débattables et débattues. Si on prend par exemple les enregistrements fossiles qu'on vient d'évoquer, ils sont soumis à de nombreux biais de conservation. Et c'est d'ailleurs ce genre de biais qui a fait naître l'idée que les dinosaures étaient en déclin à la fin du Crétacé. En effet, c'est ce que dénoncent Kierensa et ses collaborateurs en 2019 lorsqu'ils mettent en évidence la fermeture de la mer intérieure nord-américaine entre le Campanien et le Maastrichtien. Cette fermeture rend les conditions de fossilisation beaucoup moins bonnes et on observe une fréquence de dinosaures beaucoup plus faible au Maastrichtien. Or, étant donné que les gisements nord-américains sont particulièrement étudiés sur cette période, des conclusions hâtives ont été données. C'est un très bon exemple, ça, Dimitri. D'ailleurs, j'ai lu un article, A Geographic Database Approach to the Cat Boundary, qui s'est intéressé justement à tous ces biais existants de fossilisation, de conservation, etc. Et il entrecroise des données paléontologiques, sédimentologiques, minéralogiques et géochimiques de 350 sites du KT. Oui, je l'ai lu moi aussi, un travail monstre qu'ils ont fourni, et ils évoquent notamment des interprétations basées sur des données très limitées, et aussi des scientifiques qui se focalisent sur leur groupe de prédilection, qui les étudient et qui au final donnent des conclusions à l'échelle de toute la crise KT, ce qui est un vrai problème. Oui, en plus de ça, quand on sait que 84% des affleurements étudiés sont dans des environnements marins, dont 30% sont des environnements marins profonds, on imagine facilement la sous-représentation de certains groupes fossiles. C'est le cas des vertébrés, par exemple, qui sont représentés qu'à 12% sur toutes les argives fossilifères. C'est très très peu. Et c'est encore plus aberrant si on s'intéresse à la qualité fossilifère. Par exemple, 10% des sites du KT contiennent des fossiles de lophophore, mais seulement 0,4% de ces données peuvent être exploitées correctement. C'est très faible. D'autant plus que ces biais influencent directement les interprétations, même sur un même site. Comment expliquer qu'en 1998, Keller observe une régression sur un affleurement du Maastrichtien tardif, alors qu'un an plus tard, Pardo y voit une succession de transgressions? Il faudrait peut-être essayer de suivre Jean sur des biais de conservation en fait. Les biais d'interprétation, ils sont liés aux scientifiques et ils sont parfois oubliés, même si pourtant c'est des biais majeurs et qui sont pourtant involontaires. Typiquement, on a observé une surabondance d'articles sur l'hypothèse météoritique suite à la découverte du cratère de Chicxulub. Et cet essor autour de la météorite a entraîné des surinterprétations et même des positionnements hostiles de scientifiques vis-à-vis d'anciennes théories comme les TRAPS, qui ont été délaissés pendant des années, voire même des dizaines d'années, alors que ces théories n'étaient pas réfutables. Bah oui, Mathéo, c'est exactement ce que je voulais dire. Hein. C'est l'article de Raki, The Great Expectation Syndrome de 2012. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est dans cet article qui est présenté 3 biais d'interprétation majeurs. La mauvaise interprétation liée à la méconnaissance, qui se traduit sûrement par une surinterprétation des observations. On parle aussi de mauvaise interprétation de corrélation, lorsqu'un argument est mal positionné dans son contexte géologique. Alors cet argument perd toute sa valeur. En plus, on parle de surestimation, qui est définie par une considération interprétative beaucoup trop exagérée. Ouais, c'est sûrement ce genre de biais qui pousse certains scientifiques à défendre corps et âme leurs hypothèses avec des arguments qui finalement ne sont pas si négligeables. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui la communauté scientifique est en perpétuel débat. Alors quelle hypothèse est véridique au final? Les TRAPS, la météorite ou peut-être les deux d'ailleurs? Justement, on ne sait pas trop. Mais l'un des principaux arguments révélant l'existence de la météorite est le pic d'iridium. Toutefois, cette forte concentration soudaine peut s'expliquer simplement par un ralentissement de la sédimentation, comme l'évoque mon collègue Thierry Adaté. Pour une même épaisseur de sédiment, une couche déposée il y a 10 000 ans aurait une concentration plus faible en iridium qu'une couche déposée il y a 50 000 ans. C'est logique, car le dépôt d'iridium, lui, il est constant. Ainsi, on peut remettre en cause le principal argument de l'hypothèse météoritique. Le second argument de cette hypothèse est la présence de sphérules de glace silicatées, qui seraient forcément causées par un impact. Pourtant, leur formation au milieu volcanique a déjà été décrite. En plus, Dimitri, on pourrait rajouter qu'on peut critiquer les effets de la météorite, puisque là, je me retrouve
El Peñón au Mexique. C'est là où des figures de tsunami sont reliées à la météorite. Pourtant, ces figures pourraient être en réalité des flysch avec une accumulation de slumps, où entre les bancs on retrouve de la bioturbation et des discontinuités, comme le décrit Keller en 2012. C'est fou, parce que moi aussi je suis sur des flysch, mais moi j'ai pas besoin de bonnet vu que je suis en Espagne, le soleil et tout ça. Enfin bref, si on revient un petit peu à nos propos, on peut aussi parler des incertitudes de datation d'événements aussi précis qu'un impact. Rien qu'une petite incertitude de 1% peut changer de plusieurs centaines de milliers d'années à l'idée qu'on se fait du déroulement d'une crise. Et ainsi, on voit que les arguments contre les météorites sont très robustes. Pourtant, les pro-météorites ont aussi des très bons arguments pour remettre en cause le rôle des traps dans l'extinction. Eh mais c'est complètement dingue. Moi aussi je suis sur des flysch. Ouais non, je suis au musée. Mais c'est pas pour rien, puisque les archives fossiles, ils sont pour quelque chose. Par exemple, on n'observe pas d'impact des différents épisodes de traps sur la biodiversité. On remarque même une augmentation des zones de vie pour les dinosaures non aviens. Et pire, on retrouve même des fossiles de dinosaures et d'autres espèces dans les interlits des traps du Décan. Et puis, il faut savoir que les éruptions se poursuivent pendant le Danien, une période qui correspond à une intense phase de diversification et d'augmentation de la taille des mammifères. Pourtant, l'effet des traps sur le climat est prouvé, notamment par des pics de mercure lors de 20 événements extrêmes. Ces pics correspondent à des pèses de Tatao 18 dans les têtes foraminifères benthiques, ce qui traduit forcément un réchauffement lié aux traps, comme le met en évidence Keller en 2020. Et là, il s'appuie sur des chiffres, donc c'est quand même plus conséquent, quoi. Ouais, enfin moi je pense que le débat il est pas près d'être clos, mais il y a quand même des scientifiques qui sont d'accord, non? Rassurez-moi. Non, bien sûr. Bah évidemment. Ça en emmène même certains à s'interroger sur cette coïncidence, sur le lien de causalité et la synchronicité de ces événements. Évidemment, il paraît logique que les traps du Décan n'ont pas attiré l'astéroïde vers la Terre. Bien vu, Dimitri. Ah, ça, c'est bon. Mais l'inverse a déjà et est toujours évoqué. C'est d'ailleurs ce qui pousse Ivanov et Meloche à s'intéresser à la fusion des roches et à l'évolution du géotherme sous un cratère d'impact météoritique dans une étude de 2003. Ils en ont d'ailleurs conclu que la fusion qu'aurait produit la météorite Chicxulub aurait été largement insuffisante pour entraîner un volcanisme à grande échelle à plus de 13 000 km de l'impact. Justement, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez lu le papier de Sprain en 2019, vu que ce n'est pas votre spécialité, mais dans ce papier, il va notamment s'atteler à la datation des formations basaltiques des traps, et ils vont prouver qu'elles ont commencé près de 400 000 ans avant l'impact, ce qui rejoint les conclusions d'Ivanov et Meloche. C'est d'ailleurs dans ce même article qu'ils vont mettre en évidence que 75% des émissions appartiennent à des formations volcaniques postérieures à la collision, et ce qui peut évoquer un potentiel boost des traps suite à l'impact météoritique. Ouais, tu dis vrai, hein, ce lien il reste très probable, surtout en termes de mécanique. Puisque Richard et son équipe en 2015 se sont intéressés aux ondes sismiques produites par l'impact météoritique, et ont démontré que ça produirait des séismes de magnitude 9 à 11. Or, par principe d'actualisme, on sait que de telles ondes peuvent parcourir le manteau supérieur, tout autour du globe, et ainsi accentuer les effusions volcaniques partout dans le monde. Même si la météorite a reboosté le volcanisme des traps, toujours est-il qu'une météorite de plus de 10 km de diamètre s'est écrasée sur Terre pendant le cours du million d'années qu'ont duré les traps. Ce qui relève d'un hasard énorme, non? Un hasard, certes, mais un hasard qu'on peut prouver par les mathématiques. D'après White and Saunders en 2005, la probabilité d'une telle coïncidence se produise au cours des 300 derniers millions d'années n'est pas si faible. Elle serait d'environ 33,5%, ce qui est quand même un beau chiffre. Ouais. Toutefois, comme vous le savez, les crises permiennes et fin Trias sont aussi potentiellement liées à une coïncidence de genre, ce qui réduirait une probabilité de 3 coïncidences de 300 millions d'années à seulement 0,6%, ce qui est très faible. C'est tellement peu. De toute façon, moi je commence à m'y perdre un petit peu, là on pourrait pas tout résumer? Moi je pense qu'on peut faire ça, ouais. Ok, je vois que vous n'avez pas tout compris sur la crise du KT, et c'est normal, c'est assez complexe. En fait, il y a eu deux grands événements. D'une part, des éruptions en trappe du Décan, d'un autre côté, l'impact d'une grosse météorite. Il faut savoir qu'il y a eu des événements propres à chaque cause, comme la variation du paléomagnétisme pour les éruptions, mais également des incendies, des séismes et des tsunamis qu'on trouve généralement lors d'impacts de météorites. Personnellement, j'en ai pas vécu, mais c'est ce qu'on retrouve. Il faut savoir également qu'il y a des événements communs aux deux causes, comme l'émission de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone. Le SO2 va engendrer un hiver volcanique, ce qui va directement engendrer un refroidissement significatif du globe avec un abaissement global des niveaux marins. C'est assez logique. L'abaissement va donc avoir directement des causes sur la biologie marine. Elle est assez fragile, on le sait tous. Mais l'hiver volcanique va aussi avoir des effets sur la biologie terrestre. Le CO2, quant à lui,
Eh bien, le CO2, il va engendrer un réchauffement global, ça on le sait, mais également l'acidification des océans. Le réchauffement global va engendrer une variation de la circulation thermohaline, et le tout va donc avoir de fortes conséquences sur la biologie marine. Là, elle est encore fragile. La somme des deux, donc, va engendrer des pluies acides, et quand il pleut, il y a des conséquences sur le continent, et donc la biologie terrestre va en prendre un coup. Donc au final, si on fait la somme de ces événements, eh bien, il y aura une crise biologique terrestre et une crise biologique marine, ce qui va être engendré par un effondrement des chaînes trophiques. Alors on retrouve des parallèles à la situation actuelle, notamment un réchauffement global, ça on le sait, et des incendies, notamment ceux de Californie cet été. Donc au final, on peut faire un parallèle avec la situation actuelle, mais ça, c'est un autre débat. S'il y a bien une chose que la crise KPG nous apprend, c'est que le destin des environnements et de la biosphère peut basculer en un bref laps de temps sans crier gare. Et comme nous faisons partie de la biosphère, il serait peut-être temps de tirer des leçons du passé pour affronter le futur. Mais rassurez-vous, aucun astéroïde ne viendra vous tomber sur la tête pendant les prochains siècles. Ou pas.